Привет, salut en russe et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Vous savez probablement que l'abréviation officielle de mon pays natal est FR. Mais d'ailleurs, cela ne désigne pas la France, mais bien la Fédération de Russie, qui est le nom complet de la Russie. On parle ici de fédération car le pays est divisé en une centaine de sujets fédéraux. On peut trouver un système administratif similaire, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Dans cette vidéo, je vous expliquerai quels sont les sujets fédéraux qui composent la Russie et à quoi sert ce modèle de division administrative. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet fédéral? Un sujet fédéral en Russie est une division administrative dotée d'un statut spécifique au sein de la Fédération de Russie. Ce concept peut se rapprocher des régions en France, mais en Russie, chaque région dispose d'un niveau d'autonomie variable, ce qui favorise la préservation de la diversité culturelle et ethnique. La Russie comporte ainsi plus de 80 sujets fédéraux repartis en plusieurs types. On distingue premièrement les oblasts. En russe, on dit oblast. Il y en a une quarantaine et ce sont des régions classiques. Il y a également les républiques. En russe, республики, c'est le même mot. Il s'agit d'une vingtaine de régions avec une forte identité culturelle et ethnique. On distingue également les kraïs. En russe, c'est kraï. Ce sont 9 grands territoires souvent situés au périphérique du pays. Il y a également les villes d'importance fédérale. En russe, города федерального значения, comme par exemple Moscou ou Saint-Pétersbourg. En outre, nous pouvons rencontrer les okrougs autonomes, автономный округ. Enfin, il existe même une oblast autonome, автономная область, qui est l'oblast autonome juif. En français, le terme russe субъекты Российской Fédération est souvent traduit par sujet de la Fédération de Russie. Cependant, à mon avis, en tant que professeur de russe, en tant qu'interprète et traductrice, le terme sujet en français renvoie généralement à une connotation monarchique, alors que le mot russe subject n'a aucune implication royale ou féodale. Maintenant, il est temps de découvrir les particularités de chaque sujet de la grande fédération de Russie, les oblasts, les régions classiques. Commençons par les oblasts. En russe, ça se dit oblast, qui constitue le type de sujet fédéral le plus répandu en Russie. Ces entités sont comparables aux régions françaises. La plupart des oblasts portent le nom de leur capitale ou de la ville principale, formé à l'aide du suffixe skaya, ajouté au nom de la ville principale. Par exemple, l'oblast de Moscou se dit en russe Mosковская область, Moskovskaya oblast. On prend le mot Moscou, on ajoute le suffixe skaya. Et l'oblast de Moscou entoure la capitale russe sans l'inclure. Une exception notable est la région de Saint-Pétersbourg, appelée de nos jours Leningradskaya oblast, l'oblast de Leningrad, en référence à l'ancien nom de la ville, Leningrad, qui renvoie à son tour à l'époque soviétique. Leningrad, ça voulait dire la ville de Lénine. Leningrad. Grad, c'est un autre mot pour dire город, la ville. Alors, les oblasts sont dirigés par un gouverneur. En russe, c'est gubernator, et ce gouverneur, il est généralement élu localement, bien que l'élection soit souvent influencée par Moscou. Les gouverneurs gèrent les affaires locales comme l'éducation, les infrastructures et l'économie régionale,
mais reste sous la surveillance étroite du gouvernement central russe. Les kraïs, les territoires de frontières. Les kraïs, en russe ça se dit kraï, au nombre de 9, sont situés aux frontières de la Russie. Le mot russe kraï signifie lui-même frontière, bord ou bout. On retrouve d'ailleurs cette racine slave dans le mot l'Ukraine. En russe, c'est Ukraine, ce qui se trouve à côté du bord ou de la frontière. À l'origine, les kraïs désignaient les régions situées aux limites de l'Empire russe. Aujourd'hui, ils sont administrativement similaires aux oblasts qu'on vient d'évoquer. Mais leur grande taille et leur localisation leur confèrent une importance stratégique. Par exemple, le kraï de Krasnoyarsk, en russe Krasnoyarsky Kraï, situé en Sibérie, fait plus que 4 fois la superficie de la France et regorge de ressources naturelles. Un autre kraï, le kraï de Primorié, Primorsky Kraï, situé en extrême-orient russe, borde la Chine à l'ouest et la Corée du Nord au sud-est, avec un accès direct à l'océan Pacifique, ce qui en fait une zone de passage stratégique pour les échanges avec l'Asie. Les républiques, les régions culturelles et ethniques. Les républiques, en russe ça se dit «республики», en Russie sont principalement conçues pour préserver les cultures et les langues locales. Cette vingtaine de républiques disposent de leur propre constitution, en plus de la constitution de la Fédération de Russie, et jouissent d'une autonomie accrue par rapport aux oblasts ou aux kraïs. Chaque république peut également établir des langues officielles qui sont utilisées en parallèle avec le russe dans les institutions de l'État, par exemple dans l'enseignement, ainsi que dans les administrations. Par exemple, au Tatarstan, en russe, ça se dit Respublika Tatarstan, c'est une région majoritairement musulmane. On compte 3 fois plus de mosquées que d'églises orthodoxes. Et la langue tatare, qui est différente de la langue russe, est utilisée dans l'administration aux côtés du russe. Un autre exemple, c'est la Tchétchénie. En russe, Tchétchenskaya Respublika. On y observe des traditions locales et culturelles très fortes. Et même souvent, leurs lois vont à l'encontre de la loi fédérale de la Fédération de Russie. Ainsi, là-bas, on peut observer le port de voile et même parfois une polygamie qui n'est pas autorisée par la loi russe. Les dirigeants des républiques sont élus localement, mais leur nomination doit être généralement approuvée par Moscou. Pour vous donner un parallèle, imaginez que la Corse ou la Bretagne aient un statut république. Elles pourraient gérer davantage leurs affaires locales, comme l'éducation, en privilégiant la langue corse ou la langue bretonne dans les institutions publiques, les villes d'importance fédérale. En Russie, on trouve également les villes d'importance fédérale. En russe, города федерального значения, comme par exemple Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ces villes ont un statut unique et dépendent directement du gouvernement fédéral. Moscou est ainsi le centre politique et économique de la Russie, tandis que la ville de Saint-Pétersbourg incarne le riche passé de la Russie impériale. Les okrougs autonomes et l'oblast autonome juif. Les okrougs autonomes ou districts autonomes, en russe автономный округ, ce sont des territoires fondés sur une base ethnique et situés principalement dans le nord de la Russie, avec une faible concentration de la population sur mètre carré. Il en existe 4 au total. Par exemple, le district autonome de Nenetsi, en russe Nenetski автономный округ,
joue un rôle important dans l'industrie du gaz. Ce territoire, en grande partie situé au-delà du cercle polaire, abrite des populations indigènes comme les Nénètes et les Komis, qui vivent traditionnellement de l'élevage des rennes et préservent leur culture et leur identité ethnique. Il existe également l'oblast autonome juif, en russe Еврейская автономная область, située près de la Chine et possédant un drapeau assez curieux. Je vais vous le montrer à la fin. Fondé le 7 mai 1934, il fut le premier territoire juif officiel dans le monde et conserve aujourd'hui ce statut particulier, avec le yiddish comme langue officielle à l'origine. Il est ainsi l'un des 2 territoires juifs officiels dans le monde, l'autre est en Israël. Maintenant, regardons le drapeau de l'oblast autonome juif. En fait, ce drapeau, il n'a rien à voir avec ce à quoi vous auriez pu penser, car ce drapeau représente les branches d'une menorah, le rôle des sujets fédéraux et la centralisation du pouvoir. La Russie est un pays immense, environ 31 fois la taille de la France. Historiquement, ce vaste territoire a été peuplé par des groupes ethniques divers, d'où la nécessité d'un État fédéral. Ce modèle permet d'ailleurs à la Russie de préserver sa diversité culturelle tout en garantissant son unité. Il existe même 2 façons de dire en russe « je suis russe ». La première façon, c'est «Я россиянка» au féminin, qui exprime l'idée de la citoyenneté russe, alors que la seconde variante «Я русская» signifie que je suis d'ethnie russe. Par exemple, sur mon certificat de naissance, délivré en 1993, ma mère est désignée en tant que русская, une russe ethnique, tandis que mon père est inscrit en tant que татарин, tatar, bien que tous les 2 étaient à l'époque les citoyens de la Fédération de Russie. J'espère que maintenant ce modèle de division administrative en Russie est plus clair pour vous. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo quels endroits de Russie vous aimeriez visiter et dans quels endroits vous êtes déjà allé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube et également sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si jamais vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite dans mon école de russe. Si vous n'avez jamais appris le russe, mais vous voulez le faire, je propose un cours qui vous permet d'apprendre à lire en cyrillique en 2 heures. Ce cours est disponible dans la description de cette vidéo, il faut cliquer sur le lien. Et également, le pas suivant, ça peut être les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Chaque jour, vous recevez un petit cours de russe. Le temps d'apprentissage quotidien se situe en moyenne autour de 15 minutes par jour. Et également, dans le cadre des cours quotidiens de russe, vous pouvez bénéficier des cours particuliers de russe par visio avec moi, Diana Safilina. Vous trouverez toutes les informations détaillées sur les cours quotidiens de russe, ainsi que le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.